Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, fin de la grève des agents de la société collecte des ordures du groupe Vaïti-Lingon. Les partis ont trouvé un terrain d'entente, une nouvelle qui devrait soulager les habitants du Nord-Bastère, fortement impactés par cette mobilisation. La Banque de France lance un portail pour apprendre à mieux gérer ses sous, compte bancaire, épargne et crédit. La plateforme propose un large éventail d'informations pédagogiques pour y parvenir. Les précisions de Linda Kayarsi sont à venir dans ce journal. Et l'heure était aux entretiens d'embauche à la mairie du Gosier. Près de 80 jeunes étaient invités à exprimer les raisons de leur motivation pour s'engager en service civique, donner de son temps pour la collectivité, un premier pas vers l'emploi, mais surtout un engagement citoyen. 2016 a été un bon cru pour les Antilles françaises. L'aéroport Paul Caraïbes a enregistré un record d'affluence. Plus de 2 millions de passagers. Ferons-nous mieux cette année? Réponse dans cette édition. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après des semaines de conflits, les salariés de la société de collecte des ordures ménagères ont réussi à s'entendre avec leur direction. Un ouf de soulagement pour les milliers d'habitants du Nord-Bastère qui n'auront pas à se préoccuper du ramassage de leurs ordures. Récit de la résolution de ce conflit avec Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Après 13 jours de mobilisation, les salariés de l'entreprise Rome affiliée à Force ouvrière et la direction ont signé un protocole de fin de conflit. Les deux parties ont négocié âprement pendant 2 jours. Ils ont trouvé un terrain d'entente. La grève est suspendue. Aujourd'hui, on est satisfait. Il y a eu une réunion très correcte. Il n'y a pas eu de débordement. Donc on est satisfait et je pense que la direction aussi est satisfaite. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux espérer. En tous les cas, tous les points ont été vus et actés. Pour l'essentiel, les revendications ont été satisfaites. Pour rappel, ils réclamaient le respect d'un protocole d'accord signé en 2015 pour la régularisation de leurs conditions de travail et de salaire. Le travail reprend demain matin. Les camarades quand même ont dormi pendant toute la période là sur le piquet de grève, donc c'est tout à fait normal puisqu'ils vont quand même prendre de gros camions. Donc on est voilà, ils ont demandé à reprendre demain. La direction contactée par Nos Soins n'a pas souhaité intervenir. Et à quelques kilomètres de là, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, effectuait une visite de terrain dans le Nord-Grande-Terre. Accompagnée d'une délégation, elle a rencontré les différents maires de la région avec un engagement, une enveloppe budgétaire conséquente pour les aider à développer leur commune. On regarde le reportage. C'est près de 600 000 € que le département a acté en faveur de la commune d'Anse-Bertrand lors de sa visite de terrain. Des travaux destinés à la jeunesse, l'éducation et la sécurité, des axes prioritaires pour le maire Édouard Delta pour redynamiser le centre-bourg et ses alentours. Le conseil départemental a accepté de nous accompagner sur différents chantiers, notamment la réfection des trottoirs du bourg de la rue Félix-Sébré, mais aussi des chantiers plus structurants comme la construction d'un plateau sportif à l'intérieur de l'école du groupe scolaire de Macaille et également construire dans l'enceinte du stade de football Elian Thuram un plateau sportif couvert aux normes
qui permettra de faire des matchs de ligue pour le basket, le volleyball, également aussi pour le handball. Pour la collectivité majeure, il est nécessaire d'aider les communes du Nord Grande Terre pour un développement homogène du territoire. Une de ces mesures, l'augmentation du fonds d'aide aux communes, malgré un budget restreint. Nous n'avons pas d'énormes moyens, mais les moyens dont nous disposons, nous devons obligatoirement participer à ce besoin d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie, à permettre à la jeunesse des communes d'avoir des structures où s'épanouir, avoir des endroits pour pratiquer le sport. Donc c'était un moment pour moi important d'accompagner, de venir à la rencontre de monsieur le maire et de son conseil municipal pour mieux accompagner, pour mieux, je dirais, prendre la mesure des demandes. Ce sont des demandes, je dirais, respectables. Il reste encore beaucoup à faire. D'autres projets sont à venir. Et la gauche tente de se rassembler pour espérer emporter l'élection présidentielle. Dimanche dernier, les électeurs ont choisi Benoît Hamon comme candidat. Est-il capable, selon vous, de mener la gauche au second tour de l'élection? On écoute vos pronostics recueillis par Karen Diama. Il pourra peut-être la mener, mais pour ma part, je ne le souhaite pas. Pourquoi ? Parce que je pense que nier la valeur du travail n'est pas un objectif économique en soi. C'est de l'assistanat et ce n'est pas une valeur que je défends. Vous pensez que Benoît Hamon pourra mener la gauche à un second tour au présidentiel? Oui, à 200 à l'heure, à condition que tous les gens de gauche se mettent avec, comment ça s'appelle encore? Avec Hamon. Pas du tout alors. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Pour la bonne et simple raison que c'est un Judas. Il arrive sur le bateau, il quitte le bateau, il veut refaire tout le monde. Il ne refera rien du tout, la gauche n'existe plus. La gauche m'a trahi. Je pense que non, et tout simplement parce que la politique n'est pas adaptée pour la Caraïbe en Guadeloupe. Donc tout simplement, voilà. Avec l'âge que j'ai, 84, et puis ce que j'ai vécu, entendu, tout ce que chacun se greffe, fait rentrer sa famille l'un l'autre, et puis que ça dure à vie, nous on est des pauvres, je vais être très poli, des pauvres imbéciles. Ben écoutez, je sais pas trop, mais bon, je pense plus, on va dire, Marine Le Pen ou bien François Fillon, ils ont quand même une carte plus à jouer que lui, quoi. Donc c'est mon ressenti du moment, peut-être ça a changé par la suite. Un tout autre sujet maintenant, la Banque de France lance un portail pour apprendre à mieux gérer son argent, compte bancaire, épargne et crédit. La plateforme propose un large éventail d'informations pédagogiques. Le reportage de Linda Kayarsi. Apprendre à faire ses comptes, rédiger une lettre type à la Sécu ou encore maîtriser ses dettes. Le portail internet Mes questions d'argent détaille les outils juridiques à votre disposition pour faire face à un vaste panel de situations. Sur le site, les outils référencés sont de nature diverse. Vidéos, guides pratiques, simulateurs. Sont également recensés les événements sur l'éducation financière et les instances que l'on peut contacter au niveau local ou national. En résumé, Mes questions d'argent proposent plus d'une centaine de thématiques et des informations neutres, pédagogiques et gratuites pour faciliter les démarches au quotidien et améliorer la culture financière des Français. En effet, selon un sondage de l'IFOP réalisé en septembre 2016, 85% des Français n'ont pas bénéficié d'enseignements d'éducation budgétaire et financière, que ce soit à l'école, à l'université, dans leur entreprise ou dans un institut spécialisé. Ce sondage plus en détail révèle également que 43% des Français ont ressenti le besoin au cours de leur vie de recevoir ce type d'enseignement et 65% pensent que l'enseignement de cette matière permettrait de faire reculer le surendettement et les situations de fragilité financière. Afin de relayer l'information localement, la Banque de France s'appuie sur son réseau en région pour sensibiliser le grand public, notamment les enseignants et les travailleurs sociaux, au contenu du portail Internet et à ses outils pédagogiques. À ce titre, l'agence Yedom des Abîmes est le contact de proximité pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On ouvre maintenant une page internationale qui affecte également nos régions. Quelques jours après son investiture, Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, a signé un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants de 7 pays musulmans. Pour la communauté syrienne de la Martinique, il n'est plus question de se rendre sur place pendant au moins 90 jours. Voyez les explications du directeur de l'agence Nayar Darou, voyage qui s'exprime face à la caméra de Frédéric Mazy. Pour les Français et les personnes résidant en France avec un passeport français, ça n'a pour l'instant aucune conséquence.
Maintenant, on ne sait pas ce qui sortira dans les prochains jours, mais actuellement, un Français a les mêmes droits qu'il avait avant. La seule différence, c'est sur les personnes, sur des pays musulmans principalement, où là, effectivement, ils n'ont plus le droit d'entrer et même de faire un transit aux États-Unis, et ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, l'autre chose, c'est que les clients deviennent un peu craintifs. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils n'iront plus aux États-Unis tant que M. Trump sera là. Des clients qui allaient chaque année, qui ne veulent pas aller aux États-Unis parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer et puis que pour des raisons d'idéologie, ils ne veulent plus aller aux États-Unis par rapport à ça. On a beaucoup de Syriens en Martinique, effectivement. Donc, effectivement, il faut bien se renseigner, les personnes avec une double nationalité, bien se renseigner en agence, de savoir si ils ont le droit de rentrer sur le territoire américain. Il est important de bien se renseigner et c'est le but et c'est le rôle d'une agence de voyage de conseiller ses clients sur ce type de problème. Et des visiteurs, il y en a de plus en plus en Guadeloupe. La saison touristique 2015-2016 a même été un bon cru pour les Antilles. Plus de 2 millions de passagers, du jamais vu depuis l'année 2000. Le point avec Isabelle Hameau. Les Antilles ont séduit en 2016. Les chiffres le prouvent, avec plus de 2 millions de passagers accueillis à l'aéroport Paul Caraïbe en Guadeloupe et plus d'1,8 million en Martinique. Des records d'affluence qui s'expliquent par une nouvelle stratégie commerciale adoptée par les compagnies du régional. Air Caraïbes et Air Antilles proposent des offres low cost et des options tarifaires très attendues des voyageurs antillais. De plus, avec l'arrivée de la compagnie norvégienne qui relie les Antilles aux États-Unis, des dizaines de milliers de voyageurs ont pu bénéficier de vols à prix bas au départ de la Guadeloupe et de la Martinique vers New York. Des milliers de touristes américains ont quitté la Big Apple en 2016 pour venir profiter des départements français ensoleillés à moindre coût. Sans oublier l'apport non négligeable des croisiéristes qui ont transité par les aéroports des deux îles avant et après leurs différentes croisières. Cette saison 2016 a été un bon cru pour les Antilles françaises qui verront encore ces prochaines années leurs chiffres d'affluence grimper. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, direction le Gosier pour les entretiens de 80 jeunes pour le contrat en service civique. Et puis découverte d'une crêperie gastronomique antillaise située dans le quartier de République à Paris. 80 jeunes se sont présentés ce matin à la mairie du Gosier, tous venus décrocher un contrat de service civique. Une mission volontaire qui sert parfois de tremplin vers l'emploi. Reportage Karen Diamant. Nos horaires, c'est du lundi au vendredi, 6h30, 12h45. Et le samedi aussi, parce qu'on travaille le samedi, 6h30, 11h. Dans cet entretien d'embauche, pas de différence avec un entretien traditionnel. Embauché ou pas par le service civique, les conditions de recrutement restent les mêmes. Ce qu'on recherche, c'est la ponctualité. Parce que pour nous, pour moi et mon collègue, c'est très important. Parce qu'en fait, on commence à travailler à 6h30, mais les agents ne restent pas sur place. Et ainsi, on fonctionne avec des véhicules qui mettent les agents sur les différents points de travail. Leur dynamique aussi, parce que je pense qu'on est là, même si on est en formation de 8 mois, je dis en formation de 8 mois, mais on est là aussi pour prendre, pour voir et pour découvrir. Les jeunes seront encadrés par un tuteur, mais après, je pense qu'après 2-3 mois, ils connaissent déjà comment la maison fonctionne. Et aussi, j'aime des jeunes qui proposent aussi. Ils sont donc une soixantaine à avoir passé des entretiens ce matin. Pour Keïsa, qui souhaite devenir éducatrice spécialisée, l'exercice fut plutôt agréable. Je suis plus ou moins à l'aise puisque ce n'est pas mon premier entretien. Donc oui, ça va. Et puis l'échange aussi, pour savoir ce dont on saura, ce que comporte la mission, c'est aussi un plus, puisque ça permet en fait de se confirmer sur si on veut vraiment faire cette mission ou pas. Embauchés pour une durée de 8 mois, s'ils sont retenus, les jeunes bénéficieront d'une indemnité de 577 € pour effectuer des missions d'intérêt général. On ne peut pas dire qu'on va embaucher tous ces jeunes. Par contre, nous leur donnons cette possibilité de faire en sorte qu'ils aient cette possibilité d'aller au-delà des 8 mois. Au-delà des 8 mois, ce n'est pas une reconduction puisque c'est valable uniquement 8 mois. Mais pendant ces 8 mois, ils ont un certain nombre de possibilités, d'activités. C'est à eux donc de tout faire pour que ces 8 mois-là ne s'arrêtent pas simplement pour un contrat civique, mais qui est ce tremplin pour l'avenir. Une fois recrutés, ils commenceront leurs missions respectives au début du mois de mars prochain. J'avais besoin de modèles qui me ressemblent et me prouvent qu'il n'y a pas une route toute tracée dans la vie.
Voilà la réflexion qui a conduit Yasmine Camier, fondatrice du site internet Talent en nous, à interrompre ses études de dentiste pour trouver sa véritable vocation. Aujourd'hui, elle déniche les talents de la Guadeloupe pour les faire connaître et pour qu'ils créent à leur tour une dynamique. C'est ce que l'on appelle l'effet domino. Yasmine Camier, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors je l'ai dit, vous êtes la fondatrice du site internet Talent en nous. C'est demain qu'aura lieu la deuxième grande rencontre débat de Talent en nous sur le thème l'estime de soi pour entreprendre dans la vie qui aura lieu au Centre culturel Sonis Zézabine. Mais avant de parler de ce grand rendez-vous, on a envie d'en savoir plus sur vous, Yasmine. Vous avez arrêté vos études de dentiste à l'âge de 22 ans pour vous lancer dans une nouvelle aventure, celle de trouver votre vocation. J'imagine que cela n'a pas dû être facile, comme ça, du jour au lendemain, de tout arrêter, de dire aux parents « j'arrête mes études de dentiste ». Exactement, vous l'avez bien dit Barbara, ça n'a pas été facile puisqu'il y a une pression sociale et familiale par rapport au choix de nos études. Et en plus, dans ces études de chirurgie dentaire, on dépend d'une société élitiste, donc on ne peut pas abandonner de telles études, c'est insensé, je dirais. Et quand j'ai ressenti que je n'étais plus épanouie, j'ai eu le courage de l'annoncer et de dire que bon, ben maintenant je fais les choses pour moi et je décide d'avancer. Je sais que la route sera sinueuse, mais c'est le prix à payer pour être heureuse. C'est le message que vous avez envie de transmettre en organisant ces conférences débats comme Talent nous, qui ont rencontré un véritable succès pour la première édition ici. Exactement, c'est le message en fait, c'est oser être soi, oser s'affirmer, et parce que l'estime de soi c'est quoi? C'est justement oser s'affirmer, oser dire non, oser s'assumer et dire ben, je suis moi et c'est comme ça que je suis, et je m'assume. Alors ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous vivez en France hexagonale, vous venez spécialement en Guadeloupe pour mettre en place cette manifestation. Pourquoi cet attachement à cette thématique de l'estime de soi? Est-ce que vous avez le sentiment que la Guadeloupe manque d'estime de soi? Alors, disons que j'ai choisi le sujet par rapport déjà aux différents Guadeloupéens que j'ai interviewés à travers Talent en nous. Et j'ai réalisé en plus que de par notre histoire guadeloupéenne, il y a encore des choses à réparer. Et cette estime de soi, elle n'est pas évoquée, en tout cas, peu souvent. Donc je me suis dit que ce serait essentiel en fait finalement d'en parler, de créer cet espace de parole où les personnes se sentiraient libres finalement de s'exprimer, et avec justement les informations apportées par les invités, ben, on pourrait échanger et comprendre qu'il n'y a pas de honte par rapport à notre histoire. Juste aujourd'hui, il faut changer notre posture et au lieu de se positionner en tant que victime, ben, décider de reprendre le pouvoir sur notre vie. En tout cas, vous avez choisi des personnes audacieuses. Je pense à Laurence Makiaba, les invités de demain soir à 18h au Centre Sonis, entre autres, et puis les autres. Racontez-nous quel sera le programme demain soir. Alors, donc, déjà, le temps fort de la soirée, de l'événement, c'est vraiment bien sûr le débat. Mais il faut savoir que par rapport à la première édition, il y aura donc une nouveauté, c'est-à-dire cette rencontre avec des entrepreneurs qui vont pouvoir présenter leur activité, vont pouvoir échanger avec le public. Donc ça, c'est dès 15h jusqu'à 17h30. Et donc aussi partager leur expérience et proposer des discussions sur leur entreprise, l'entrepreneuriat de façon générale et aussi la gestion avec la vie personnelle et comment eux ils sont arrivés là. Donc c'est vraiment créer un espace informel pour ces entrepreneurs qui puissent rencontrer le public intergénérationnel de Talent en nous, parce qu'il faut savoir qu'il est vraiment de tous bords. Il est effectivement de tous bords, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a Laurence Makiaba, qui est plutôt une activiste. On a également l'artiste Amélie Kila, donc artiste, qui est aussi entrepreneur, puisqu'elle est présidente de l'association Gualabel. Il y a également donc Patricia Braflantrobo, qui est docteur en sciences humaines et sociales, qui était aussi présente à la première édition. Et il y a également monsieur Jean-Pierre Sainton, donc historien. Quelles ont été les retombées de la première édition? Est-ce que ça a suscité des vocations, permis l'essor ou encouragé certains entrepreneurs? Est-ce que vous avez ce soir des exemples, par exemple? Alors oui, et c'est d'ailleurs pour ça que cet événement a lieu demain, et aussi vite, je dirais, par rapport à la première édition, puisque dès la fin du débat du 27 octobre 2016, où près de 250 Guadeloupéens se sont déplacés, mais n'ont pas pu tous assister, parce que nous étions au centre Minnesota et nous nous attendons pas à autant d'affluence. Donc finalement, dès la fin du débat, on m'a demandé quelle était la prochaine date.
Je m'en remettais à peine de ce qui venait de se passer. J'étais incapable de répondre. Et puis, il y a vraiment une émulation, en fait, pour l'événement. On m'a vraiment sollicité, félicité. Et on m'a fait comprendre que la deuxième édition était attendue de pied ferme. Et aussi de maintenir ce sujet, parce que l'estime de soi, il y a encore des choses à dire. Et donc, je me suis dit, bon, ben, de toute façon, c'est un événement d'utilité publique. Donc, je travaille aussi avec les suggestions que l'on me fait. Donc, j'ai décidé de maintenir et garder sur l'estime de soi et de le créer donc, en février, qui, pour moi, est assez important parce que c'est seulement donc, quelques mois après la première édition et qui célébrait aussi le premier anniversaire de Talents en eau. Yasmine Camille, on vous compare souvent à Oprah Winfrey. Est-ce que vous rêvez d'une carrière similaire? Alors, il faut dire que Oprah Winfrey a été un de mes modèles durant justement ma phase, on va dire, où je me posais beaucoup de questions, où j'ai aussi des moments de doute après l'abandon de mes études de chirurgie dentaire. Et n'ayant pas trouvé de portrait en ligne de Guadeloupéens qui pouvaient donner cet exemple et des modèles qui me ressemblaient, j'ai décidé, en attendant, de me rabattre sur des Africains américains. Et il y avait Oprah Winfrey. Et qui ont brillamment réussi. Exactement. Merci en tout cas Yasmine Camille d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que Talents en nous, c'est demain soir au Centre culturel de Sonis dès 18h avec un rendez-vous pour les entrepreneurs à 15h. Et pour entreprendre des projets, pour réussir sa vie, il faut également de l'argent. Parmi les solutions pour en trouver, il existe le microcrédit. En Guyane, l'ADI a mis en place une semaine spéciale pour démocratiser le dispositif. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Avec cette pelote de laine, la parole se passe et se prend à travers la pièce. Ici, chacun partage son parcours de créateur d'entreprise, souvent semé d'embûches. Vous montez des dossiers qui coûtent 1000 et quelques euros chez les experts comptables pour arriver à rien du tout. Alors, je vous conseille de prendre votre argent, si vous en avez, prenez vos deux mains et battez-vous. Depuis 2003, l'Association pour le droit à l'initiative économique permet aux entrepreneurs inéligibles au crédit bancaire de se lancer dans leur propre activité. Si elles vont voir leur banquier, ça peut être compliqué. Le dossier ne peut pas être retenu éventuellement, ou les comptes sont vraiment trop fragiles, ou la confiance manque, ne serait-ce que parce que l'entreprise est simplement en démarrage. Donc à l'ADI, on va analyser la situation personnelle, le parcours de la personne, on va faire un point aussi sur l'activité, le niveau de charge à prévoir, et puis on regarde un peu la capacité de remboursement, et on regarde fortement cet aspect-là pour voir au final qu'on arrive à proposer un financement adapté à la situation, même au démarrage d'une activité qui des fois met un peu de temps à générer des revenus. L'an dernier, 1,7 million d'euros de microcrédits ont été injectés par l'ADI dans l'économie locale. Des prêts de 10 000 euros maximum à faible taux d'intérêt accordés aux projets les plus viables. Mais la constitution du dossier d'emprunt peut parfois décourager certains. C'est le cas d'Aroujo qui s'est vu refuser une première fois son prêt pour défaut de garant. On nous demande des documents, quand on vient de commencer, on ne les a pas. Alors du coup, ça ne sert pas vraiment beaucoup. Alors, c'est comme j'expliquais à la dame, c'est bien d'expliquer, mais bon, pour certains comme moi, malheureusement, ça ne sert pas beaucoup. L'aide ne peut pas servir pour nous, pas pour l'instant. En cas de rejet d'un dossier de prêt, les micro-entrepreneurs peuvent toujours réitérer leur demande. On essaie de voir si on peut à nouveau représenter un dossier, si c'est faisable selon la situation de la personne. Un fort endettement, peut-être un dossier qui n'est pas encore assez abouti. Il y a chaque fois en fait un moment T pour présenter un dossier qui peut peut-être être amélioré par la suite à force pour creuser un petit peu plus la situation de chacun. Jusqu'au 3 février, les rencontres itinérantes de l'ADI sur le territoire devraient permettre d'éclaircir les détails techniques de l'obtention d'un microcrédit. Et voici justement un exemple de réussite professionnelle. Après 2 enseignes de Bokit à Paris, en région parisienne, un Martiniquais a lancé un concept nouveau dans la capitale, la galette traditionnelle bretonne avec les produits de nos îles. De quoi faire saliver les Parisiens, mais aussi les Antillais. Éric Dupuis, Solène Boissé l'ont goûté. Dans cette crêpe, du poulet boucané. J'étais sceptique, mais là, j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Avec le soleil en moins, ça. Mais bon. Le soleil en moins, certes, mais de vrais aliments pays,
igname, chiquetaille de morue et fricassé de lambi, de quoi créoliser cette spécialité de Bretagne, pas assez relevée selon ce Foyalet d'origine, arrivé à Paris il y a 20 ans. Je trouvais que les crêpes d'ici étaient un peu fades, donc j'ai voulu faire ça pour moi d'abord et ensuite pour les clients. Et l'idée est bonne, mais la réalisation n'est pas aussi bon marché que sa cousine bretonne, car les frais d'import des produits sont assez conséquents. C'est le même lambi qu'on trouve aux Antilles aussi, qui vient de Jamaïque. La petite dose qu'on met dans chaque crêpe vaut environ 4 € pour information. Voilà. Donc c'est vraiment très cher en fait, ça coûte très cher. Après, comme on dit souvent, quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Et c'est vrai, ces premiers clients n'ont pas compté. Ils attendaient d'ailleurs impatiemment ce concept nouveau à Paris. J'avais vu sur les réseaux que ça allait ouvrir et donc voilà, c'était un petit peu attendu de ma part. Hein. C'est sa 3e ouverture de restaurant à Paris, alors Patrick peut compter sur une clientèle antillaise. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'élargir son marché. Notre but, c'est de faire découvrir notre cuisine en fait à toutes les communautés. J'espère que demain, il y aura plein de crêperies des îles. Un projet ambitieux lorsqu'on sait qu'à Paris, il se crée chaque jour 3 restaurants, mais que 6 disparaissent. Pour devenir rentable, la crêperie devra accueillir quotidiennement au moins 50 clients. Et bon appétit si vous êtes à table, c'est l'heure des informations en pratique maintenant. Et dès ce soir, minuit, le prix du carburant sera modifié. Le super samplon augmentera de 3 centimes, le gazole restera stable et la bouteille de gaz augmentera de 76 centimes dès ce soir, minuit. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois, le numéro de la rédaction, ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez avec nous. Dans un instant, Eddy Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.